Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'UFRS pour cette invitation à parler d'interprofessionnalité. Alors, je ne sais pas si les médecins généralistes ont plus de facilité à obtenir ce qu'ils veulent que les infirmières, mais ce ne sera pas du tout mon propos. J'ai la chance de pouvoir parler d'interprofessionnalité. Peut-être, alors, brièvement, de quoi je vais essayer de vous entretenir. Peut-être assez général, quelques rappels sur l'interprofessionnalité centrée sur les soins primaires. On va passer un peu par quelques exemples d'équipes interprofessionnelles, y compris en Suisse. Il y aura un petit film que certains ont peut-être déjà vu, puisqu'il a été tourné par le journal Le Temps il y a quelques semaines. Et puis, vers quoi c'est quoi les étapes d'avenir de l'interprofessionnalité. Alors, c'est pour moi la seule référence extrêmement scientifique, mais c'est assez intéressant. C'est un article qui est sorti il y a quelques mois dans Health Policy sur une revue systématique de l'interprofessionnalité en médecine générale. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Il y a une chose qui m'a frappé dans cet article, c'est qu'en fait, à aucun moment, pourtant le cœur, c'est comment est-ce que l'interprofessionnalité en soins primaires améliore la prise en charge des patients. C'était vraiment la question de cette revue de littérature. Et puis je me suis dit, c'est quoi l'équipe type des professionnels qu'il faut avoir dans son équipe, quoi. Et à aucun moment, c'est marqué dans l'article. Donc, en fait, il parle d'interprofessionnalité, mais il ne parle pas il faut une infirmière, un médecin, une ergo, etc. Il parle des activités, il parle des compétences qui sont nécessaires et des éléments qui permettent de réussir l'interprofessionnalité. Et pour moi, ça, c'était extrêmement intéressant qu'un article qui traite de ça ne mette pas finalement juxtapose des professionnels, mais au contraire, valorise les compétences des gens et la façon dont il faut les mettre ensemble pour que ça fonctionne. Alors, très brièvement, c'est toujours cette étude-là. Qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre en gros 4 éléments qui font un peu la réussite de l'interprofessionnalité. Et le premier élément qui paraît évident ou alors anecdotique, c'est de partager le même espace physique. On parle beaucoup de médecine virtuelle, de télémédecine, de choses comme ça, mais finalement, d'être tous dans le même espace est vraiment une des premières raisons du succès d'une interprofessionnalité qui est bien faite. Après, c'est des éléments classiques qu'on retrouve en interprofessionnalité. Les aspects de vision, d'objectifs communs, ça se travaille. Les aspects de définition claire des rôles et de leadership des différentes personnes qui sont présentes. Malgré tout, ce à quoi conclut cette étude, c'est qu'on a beaucoup d'éléments qui nous montrent comment fonctionnent ces équipes, comment est-ce qu'elles fonctionnent bien, comment elles sont satisfaites. Par contre, l'impact que ça peut avoir réellement en termes de prise en charge des patients, on est ici en soins primaires, on a relativement peu d'éléments encore à ce stade, mais finalement, on verra plus tard, c'est peut-être pas tellement ce qui nous intéresse de mesurer dans des projets de recherche. Je m'expliquerai là-dessus un tout petit peu après. Bon, vous avez eu la pause, donc vous êtes réveillé par le café. Je me suis dit que j'allais faire un espèce de petit quiz comme ça. Là, on est en Angleterre, on n'est pas en Suisse. C'est aussi pour montrer un peu le contraste peut-être avec la Suisse. J'ai listé toute une série de professionnels. Et puis ça, c'est un peu le cabinet de soins primaires, de médecine générale classique en Angleterre. Et puis, on va faire ça rapidement à main levée. Vous me dites simplement si ce professionnel-là est présent ou pas classiquement dans un cabinet de médecine générale anglais. Médecin généraliste salarié, je pense que... Oui, évidemment. Un pharmacien. Est-ce que d'habitude, il y a un pharmacien dans un cabinet de médecine générale ? D'habitude, oui, on les voit. Mais on ne les voit pas sous la forme dont on les voit chez nous. Ce n'est pas un pharmacien qui va vendre des médicaments, c'est un médicament qui va faire de la réconciliation médicamenteuse, qui va faire du conseil, qui va faire de la revue de médicaments. Des médecins libéraux. On a différents types de médecins. Est-ce qu'on a des médecins libéraux dans les cabinets de médecine générale ? On en a effectivement. Des assistants et des assistantes médicales. Alors, ce n'est pas qu'une spécificité suisse, effectivement. Des techniciens en radiologie, on a parlé de TRM avant. Non, il n'y en a pas. On est vraiment dans les soins primaires. Il n'y a pas de technologie, très peu de technologie. On est vraiment dans une première ligne de soins. Personnel administratif, évidemment, il y en a. Infirmier, infirmière, je n'oserais pas poser cette dia si je ne sais pas, oui, on est d'accord. Médecin spécialiste, il n'y en a pas. On est dans la première ligne de soins, il n'y a pas de médecin spécialiste. Des managers, donc des gens qui font l'administration, il y en a. Médecins généralistes vacataires, troisième type de médecins, des médecins qui viennent faire quelques heures de garde, etc. Il y en a aussi. Et puis des gestionnaires informatiques qui sont là vraiment pour tout le développement technologique, il y en a. Alors, juste cette petite chose pour ce petit quiz comme ça, pour montrer qu'on peut avoir des équipes extrêmement interprofessionnelles qui fonctionnent depuis longtemps. Ça, c'est un peu le standard d'un cabinet de médecine générale en Angleterre. Et ce qui est frappant quand on va regarder un tout petit peu comment fonctionnent ces équipes, c'est ce que je disais en introduction. Finalement, la composition des équipes, elle est plus basée sur les compétences des gens et sur leurs activités qui sont nécessaires que vraiment sur des professions types.
Alors ça, c'est le contraste avec chez nous. En Suisse, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même la règle dans la majorité des structures de médecine générale. On a des toutes petites structures. En général, on a 2 à 3 médecins avec 4 à 5 assistants médicaux ou médicales. Et on a, de règle générale, on n'a pas d'autres professionnels, d'autres compétences qui sont représentées dans les cabinets de médecine générale. Alors, ça veut dire que toutes les activités qui doivent être nécessairement faites, hein, la prise en charge elle est la même qu'en Angleterre, et notamment tous les aspects de coordination, d'éducation thérapeutique, toutes ces choses-là, elles sont réalisées un peu à la marge et puis surtout avec une charge de travail qui repose essentiellement sur ces 2 professionnels-là, avec, ça a été cité avant, cette population problématique que représente l'arrivée de patients avec des problèmes de plus en plus complexes. En médecine générale, c'est peut-être un peu particulier, c'est que les patients les plus problématiques, entre guillemets, ce n'est pas les ultra complexes, c'est-à-dire les gens qui sont déjà dans énormément de réseaux, finalement, à l'extérieur des structures de soins primaires, mais ces patients qui commencent d'avoir plusieurs maladies chroniques, qui viennent souvent, qui ont peut-être des problèmes sociaux avec, c'est ces patients-là qui vont finalement poser le plus de problèmes en soins primaires. Alors tout ça, ça m'amène à un grand chapitre qui est le projet MOCA. Je suis sûr que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. MOCA, c'est un projet qu'on développe maintenant depuis plusieurs années. Alors, il est situé au département de médecine de famille, mais il est aussi à vocation interprofessionnelle. Donc MOCA, c'est l'acronyme pour modèle de coordination dans le cabinet. On verra que ça va au-delà de la coordination. Mais disons que tout est issu un peu d'un partenariat avec la santé publique. L'idée étant de trouver un peu un dénominateur commun. La coordination étant un des problèmes majeurs qu'on rencontre un peu dans tous les systèmes de santé. L'idée était d'identifier d'une part les éléments de la coordination qu'il s'agit d'améliorer, où est-ce qu'on peut agir par rapport à ça, mais de le contextualiser au canton de Vaud. Et pour ça, on a eu un premier groupe d'experts qui a un petit peu réfléchi dans le canton de Vaud, ou par extension en Suisse, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la coordination en ayant en perspective ce qui se trouve déjà dans la littérature. Et puis, par la suite, il s'agissait vraiment de développer un mode opératoire, un mode d'emploi, où là, on a eu un grand groupe d'un peu moins d'une trentaine de personnes, avec une dizaine de professionnels différents représentés, pour vraiment sculpter l'intervention en disant, en gros, si on commence demain des nouvelles structures, comment est-ce qu'on commence? Et puis, on est à la phase d'implémentation pilote, vous en verrez quelques exemples après. Donc, on a un certain nombre de cabinets, ensuite dans le canton de Vaud, qui débutent ce nouveau modèle. Alors, qu'est-ce qui vise ce nouveau modèle? C'est d'abord d'améliorer simplement le suivi des patients. Les aspects de continuité, non seulement de gestion, d'information, hein, les aspects relationnels aussi sont importants. On parlait d'unité de lieu, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans ce projet. La perspective à long terme, c'est peut-être un peu vieille mode de parler de diminution des hospitalisations. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mesurer. On voit un certain nombre de systèmes, notamment le système anglais, qui a essayé de mesurer l'impact sur le recours aux urgences, sur l'amélioration de la santé. Et c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à mesurer. Donc c'est quelque chose qu'on peut anticiper, mais c'est quelque chose qu'on aura probablement de la peine à mesurer. Et puis d'amener des fonctionnements interprofessionnels dans les cabinets de médecine générale. On ne peut pas partir d'une feuille blanche, on ne peut pas créer des nouvelles structures comme ça de rien. Donc on est obligé de partir avec l'existant et d'amener progressivement les structures de soins à évoluer. Et puis peut-être qu'une originalité du projet, c'est de travailler dans une perspective de partenariat entre le service public et puis une médecine de tradition libérale comme on a en Suisse. Donc on est vraiment dans cette perspective d'amener une transition des cabinets à fonctionner de façon différente et notamment de façon interprofessionnelle. Je l'ai dit déjà avant, donc une pyramide que vous connaissez bien sur la complexité des patients. Nous, notre focus, c'est vraiment cette tranche du milieu, je dirais. Ces patients-là, ce n'est pas ceux qui sont vus par les CMS. Ceux qui sont vus par les CMS, on a déjà quelque chose. On a un réseau qui est en place. Mais ces patients-là qui sont juste en dessous de la complexité, finalement, ils sont vus par personne d'autre, voire des fois par personne, mais ils sont vus essentiellement dans les cabinets. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'améliorer les compétences des structures de soins primaires. Donc, c'est essentiellement pour ce type de patients que le modèle a été développé, même si, évidemment, ça va sur le haut. On peut avoir parfois des patients très complexes qui vont être suivis dans le cadre de ce modèle. Ça, c'est juste la revue de littérature pour vous donner un aperçu de ce qu'on trouve quand on va faire la revue de littérature. On a trouvé à peu près un peu moins de 100 articles qui ont vraiment analysé de dire c'est quoi les éléments concrets qui vont améliorer la coordination des soins.
il y en a à peu près 25. Ça dépend comment on les regroupe. On voit des aspects, justement, la 16, par exemple, c'est la colocation, le fait de faire des recommandations pratiques, d'avoir des colloques, de faire de la télémédecine. Tous ces éléments-là ont été objectivement étudiés dans des études et ont montré une certaine amélioration de la coordination des soins. On peut le montrer autrement. Ça, c'est une estimation plutôt qualitative, mais qui permet d'avoir un peu à l'œil le nombre d'études qui ont été faites pour étudier, par exemple, si on prend les plans de soins. Alors, ils ont tous des numéros, ça c'est une petite erreur, mais on voit que ça a été fréquemment étudié, et en vert, ça montre que globalement, il y a un effet bénéfique de cette intervention-là sur la coordination des soins. Ça, c'est la première étape qu'on a fait pour identifier vraiment les éléments de coordination qui nous paraissent tout à fait pertinents à mettre en place ou à améliorer si c'était déjà existant. La deuxième partie que j'ai mentionnée avant, donc évidemment, on n'allait pas faire 25 choses à la fois en même temps, c'est absolument infaisable. Donc l'idée, c'était de présenter ça à un certain nombre d'experts pour dire, ici en Suisse, dans le canton de Vaud, demain, si vous deviez faire quelque chose, qu'est-ce que vous prendriez parmi ces éléments-là? Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis assez rapidement, on est tombé sur 3 interventions principales, plus une, je vais vous les détailler dans un instant, où on s'est dit, ça c'est vraiment des éléments où on a beaucoup d'évidence que ça peut changer les choses, et puis c'est faisable dans le canton de Vaud, et puis on va voir comment on va le mettre en place. Alors là, je vous montre un peu le cœur synthétique de ce modèle MOCA. Je commence par un élément en fait qui n'était pas formellement dans la revue de littérature, mais qui est essentiel, qu'on appelle la liste de patients. Les gens qui travaillent dans d'autres pays connaissent ça parce que les patients sont obligés, ou la population est obligée de s'enregistrer auprès d'un médecin. Donc on a quelque part un dénominateur, on a quelque part un endroit où les patients sont affiliés à un médecin. Donc on peut décrire cette population simplement. Ça paraît absolument irréaliste, irréel, mais en Suisse, si vous demandez dans un cabinet de médecine générale, on n'a aucune idée du nombre de patients qui sont suivis. Même si on va interroger un système informatique d'un cabinet, on n'arrive pas à compter le nombre de patients qui sont suivis dans un cabinet sur une année. On arrive à savoir à peu près le nombre de consultations, mais le nombre de patients différents, en général, on n'arrive pas à savoir. Si on avait fait l'exercice il y a quelques années de demander aux médecins combien de patients ils suivent à peu près, en moyenne, ils étaient arrivés à 1700. Et si on extrapole ça à la population suisse, on a à peu près 15 à 20 millions d'habitants en Suisse. Donc on voit que ce n'est pas du tout correct comme estimation. Donc ça, c'est un élément qui est central si on veut commencer à améliorer des choses, si on veut commencer à prendre en charge pas seulement des patients l'un après l'autre, mais si on veut prendre en charge une population dans son ensemble. Ça, c'est le premier élément central qu'on a défini dans le cadre de ce projet. Ensuite, et puis évidemment, c'est un des cœurs de l'activité, vous allez le voir en pratique tout à l'heure. Alors, c'est un autre acronyme, il y a les IPS, là je mets les ISP, comme ça vous êtes un peu plus confus. Voilà, c'est pas moi qui ai choisi, mais c'était le consensus qu'on a eu. Donc, des soins infirmiers de soins primaires, c'est plus large que simplement du case management, puisqu'il y a d'autres activités que le case management. Il y a des aspects aussi de suivi de population de pathologies chroniques, des aspects de prévention, de prise en charge de la population dans son ensemble. Des aspects alors plus techniques qui sont les plans de soins individualisés. Actuellement, ça n'existe pas du tout en médecine générale, en tout cas en Suisse. Il y a simplement un document, quelque chose qui permet d'aider la navigation du patient. Ça, c'est un autre élément central. C'est des choses où il y a tout à créer, puisque c'est des choses qui n'existent pas non plus dans les dossiers informatisés. Alors, vu les gens qui viennent de différents pays, pour certains, ça ne paraîtra pas du tout innovant. Effectivement, on verra un exemple après. Il y a des endroits où ça fait 15 ans qu'on fonctionne comme ça. Mais en Suisse, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas. Alors, on ne peut pas simplement transposer des modèles parce qu'on a un contexte qui est différent. On sait que l'organisation elle-même du système de santé va conditionner énormément de choses, ne serait-ce que le financement. Comment est-ce qu'on finance un système comme ça? Le système actuel ne permet pas de le faire. Donc ça, c'est un des enjeux principaux du projet, c'est de savoir comment est-ce qu'on va payer tout ça. Et ça, si on ne travaille pas sur des nouveaux modèles de financement, on ne va pas y arriver. La LAMAL, TARMED sont des éléments qui sont inopérants pour transformer le système et arriver à financer ce type d'activité. Donc ça, c'est vraiment la transformation, d'aller vers l'innovation de nouveaux modèles implique qu'on se pose des questions au niveau du système et pas seulement au niveau des activités professionnelles dans les cabinets. Alors après, je vais passer assez vite là-dessus, mais on a eu un certain nombre d'étapes vraiment pour aller sculpter dans le détail, de faire on l'a appelé d'ailleurs mode d'emploi, c'est une espèce de manuel opérationnel de dire, voilà, cabinet X, il commence demain, comment il fait? C'est pas si simple que ça, on le voit maintenant, en gros, il faut 3 à 6 mois pour mettre en place tout ce nouveau modèle dans un cabinet. Mais c'est un travail qui a été de longue haleine, ça a été à peu près 1 année pour faire ça. Si des enjeux du projet, c'est vraiment de réussir
à conserver l'autonomie des cabinets, parce qu'ils ont tous des façons de fonctionner qui sont différentes, ils ont des populations qui servent qui sont différentes, et puis en même temps, on aimerait quand même les amener à changer. Donc de conserver les deux, c'est vraiment un jeu un peu d'équilibrisme, et puis d'amener, mine de rien, à travailler sous un versant beaucoup plus interprofessionnel, à 4, je dirais, types de personnes différents, le médecin, l'assistante médicale, l'infirmier, l'infirmière et évidemment le patient, qui devient un partenaire un peu plus important dans cette prise en charge. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Alors, j'ai parlé déjà des listes de patients. L'idée est aussi de pouvoir avoir une certaine idée de ce que sont ces patients dans les cabinets. Donc là, on est en train de tester un certain nombre d'auto-questionnaires que les patients vont pouvoir remplir quand ils arrivent au cabinet. Et puis, ça permettrait d'avoir une idée plus précise des besoins. Ça paraît très technique comme ça. En fait, c'est absolument fondamental. Non seulement ça permet de mieux connaître la population qu'on suit, quel type de pathologies sont présentes, mais ça permet aussi de plus facilement allouer des ressources. Savoir qu'est-ce qu'on va avoir besoin. Est-ce qu'on va avoir besoin plutôt de ressources sociales? Est-ce qu'on va avoir besoin de ressources en soins infirmiers, d'ergothérapie, etc. Ces éléments-là, si on ne va pas les chercher à un niveau de la population du cabinet, on n'arrive pas à le savoir et on n'arrive pas à déterminer ces ressources. Donc ça, c'est absolument un élément central. Pour ceux que ça intéresse, l'outil qu'on va probablement utiliser, c'est l'outil Intermed, qui est un outil d'évaluation biopsychosociale qui a été développé depuis une vingtaine d'années au niveau européen. Alors, les aspects de gestion de cas, il s'agit encore une fois d'intégrer des activités de soins infirmiers dans le cabinet, en collaboration notamment avec les assistantes médicales qui parfois vont assez loin dans des activités médico-techniques déléguées. Donc, il s'agit de trouver le bon équilibre. Il y a des cabinets où les activités sont très différentes de la façon dont elles sont réparties entre les différents soignants. Donc, il s'agit vraiment d'aller sculpter ça de façon assez détaillée d'une structure de soins à l'autre. Et puis le plan de soins, il s'agit d'avoir un outil de navigation. Alors actuellement, on part sur quelque chose qui vous paraîtra pour moi extrêmement simple, une feuille Excel, simplement parce qu'on n'a pas actuellement à disposition d'outils satisfaisants. Ça va probablement arriver, on va être prêt le moment où ce sera prêt, mais actuellement, il y a extrêmement peu d'outils qui sont développés pour être applicables, utilisables au niveau suisse et utilisables par tous les professionnels de santé qui vont s'occuper du patient. Alors, à quoi ça ressemble? Alors peut-être, je ne sais pas, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vu ce film déjà ou pas? Je sais qu'il a aussi circulé, il y a quelques-uns. Il y a quelques semaines, il y a eu un forum organisé par le Temps à l'UNIL, et puis ils ont trouvé intéressant d'aller voir justement à quoi ressemblaient ces nouvelles pratiques de soins infirmiers en cabinet, et ils ont été filmés, donc une infirmière qui travaille maintenant pour le projet MOCA dans un cabinet quelque part sur la Riviera. Donc je pense qu'elle explique beaucoup mieux que moi quel est son rôle dans cette structure de soins. Encore une fois. Salut, ça va? On a évité quelquefois des passages aux urgences inutiles. On a pu régler certaines choses au cabinet. Donc de plus en plus, on remarque que le patient vient d'abord au cabinet médical. Alors, je m'appelle Cindy Lehmann, je suis infirmière depuis passé 10 ans et j'ai démarré le projet MOCA au 1er juillet de cette année. Salut! Le projet MOCA a apporté une autre dimension à la prise en charge des patients avec l'arrivée de l'infirmière. Donc maintenant, c'est vraiment une prise en charge en triangle avec le médecin, l'infirmière et l'assistante médicale. On ne remplace pas le médecin généraliste, c'est un autre rôle, c'est un autre regard sur la prise en charge du patient qui permet d'avoir une prise en charge globale du patient. Donc le médecin généraliste, il est parfois un peu limité dans le temps de consultation et souvent la prévention et un petit peu l'aspect social du patient n'est pas mis en priorité. Donc c'est là que l'infirmière joue un rôle. Nous, on a plus de temps, on arrive à mettre le doigt sur des actions de prévention qui permettront par la suite de moins consommer de soins. On va un peu faire le point aujourd'hui de la situation, si ça vous va. Concrètement, en discutant avec un patient qui avait un diabète
Décompensé, on a réalisé qu'il avait très mal à la hanche, ce qui fait qu'il avait une activité physique diminuée. Du coup, ça avait une incidence sur son diabète et il n'a jamais dit au médecin qu'il avait des douleurs de hanche. Par contre, il a pu se livrer après quelque temps à l'infirmière en disant « en fait j'ai mal et puis je peux plus marcher ». Donc on rentre vraiment dans le concret, dans des détails de vie qui font que ça a une incidence sur la santé des patients. C'est bien qu'on ait fait cette communication, enfin, depuis le cabinet, donner un protocole de soins, que le soin s'adapte à votre quotidien et non pas à l'inverse. Ouais, ça c'est important. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Le patient type, c'est le patient avec des maladies chroniques où on peut jouer sur la prévention, où on peut éviter que d'autres maladies chroniques se surajoutent, on peut un peu mieux maîtriser les facteurs de risque pour éviter que le patient devienne de plus en plus complexe. Ça va, c'est allé ce matin, bien. Le projet MOCA tend aussi vers une approche populationnelle. J'aimerais pouvoir mettre en place au niveau, par exemple, du village, des petites séances d'information avec des termes préventifs. On met aussi à disposition des lectures dans la salle d'attente. Donc on essaye vraiment de toucher les gens qu'on ne voit pas forcément au cabinet, mais vraiment le cabinet médical devient un centre de santé qui permet de faire de la prévention plus large. Je pense un meilleur exemple que n'importe quel cahier des charges. En tout cas, je pense qu'elle exprime extrêmement bien, je dirais, la philosophie du projet qu'on aimerait développer. Si je le résume donc de façon assez sommaire, l'idée du projet à terme, c'est vraiment de renforcer les aspects communautaires de la médecine générale dans cet esprit de partenariat public-privé, avec une approche interprofessionnelle et avec des nouveaux modèles de financement. Évidemment, c'est un petit pas qui peut paraître modeste par rapport aux enjeux énormes qu'on a en termes de santé de l'avenir, par rapport aux enjeux sociaux, notamment du système de santé, les aspects de coordination, et puis de déplacer le curseur. On l'entend de plus en plus maintenant dans les discours. Maintenant, il va falloir le traduire en pratique. On a quand même un système de santé qui est extrêmement axé sur la maladie, sur les prestations, et maintenant, il s'agit vraiment de passer à un système de santé qui est axé sur la santé. Et ça, je pense que c'est vraiment un changement de paradigme majeur. On va en voir un dernier exemple. Ça, c'est juste une illustration. C'est 9 cabinets actuellement qui sont impliqués dans ce projet MOCA pour à peu près 2 à 3 ans maintenant de phase pilote. L'idée étant qu'à la fin de cette période d'essai, on passe à une échelle supérieure avec la possibilité pour un plus grand nombre de cabinets de réaliser ce projet. Alors, ne pas s'arrêter là, ça veut dire quoi? Alors, ça, c'est un petit peu pour notre ego, je dirais notre ego en termes de soignants, pas seulement médecins. Certains connaissent probablement aussi cette figure. C'est la part de la contribution du système de santé et des soignants à la santé globale de la population. C'est 10 à 20%. Le reste, c'est d'autres déterminants. C'est des choses qu'on ne contrôle pas, qui ne sont pas sous notre contrôle classique de soignants médicaux, la majorité étant liée aux aspects sociaux et environnementaux des patients. C'est bon de se le rappeler, surtout d'autant plus que la figure miroir de ça, que je n'ai pas montré ici, c'est que pratiquement 90% des dépenses pour la santé, elles le sont sur ce 10 à 20%. Donc ça montre bien le décalage qu'on a entre où on investit nos billes, qui finalement contribuent très peu à la santé de la population globalement, et vers quoi on devrait tendre si on voulait vraiment réformer le système de santé dans son ensemble. Alors ça, c'est par rapport à la médecine de famille, mais je pense que ça se généralise assez bien à l'ensemble du système de santé. On peut le résumer un peu sous cette formule. Actuellement, on est dans une voie qui va vraiment vers la médicalisation de la santé de la population. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque problème de santé, on pense que la solution, elle est justement dans ce 10-20% de soins, d'aspects médico-techniques, biomédicaux. Ou alors, on prend un virage
vers une intégration communautaire beaucoup plus importante. On va pouvoir prendre en compte tous les aspects sociaux, les autres déterminants de la santé de façon beaucoup plus importante dans la prise en charge des patients. Et ça, c'est vraiment un virage extrêmement important auquel il faut réfléchir pour ces prochaines années et ces prochaines décennies. Je pense que c'est vraiment là que se situe l'enjeu du système de santé de l'avenir. Pour donner un exemple, alors c'est un exemple, voilà, enfin c'est pas local, c'est en Belgique, mais ça donne un exemple de cabinets qui fonctionnent différemment tout en étant des prestataires qui font des soins de qualité. C'est la maison médicale Antenne Tournesol, c'est dans le nord de Bruxelles. Et je vous montre juste cet exemple parce que je trouve que c'est intéressant de voir jusqu'où on peut aller dans l'intégration communautaire des soins primaires. Donc c'est une équipe pluriprofessionnelle. On a effectivement, on n'a pas seulement des médecins, on a des infirmières, on a des ergos, on a des psychologues, on a des assistants sociaux. Donc on a vraiment des professionnels qui sont axés sur les soins primaires. Là, on voit aussi qu'au niveau du financement, on a un financement qui est différent. Donc on a un forfait par citoyen, c'est même pas par patient, c'est-à-dire que pour une population donnée, la structure touche un certain montant et puis doivent utiliser ce montant pour prendre en charge le mieux possible les 3-4 000 patients dont ils ont la responsabilité ou les 3-4 000 citoyens dont ils ont la responsabilité. Et puis, alors là, c'est le fonctionnement même de la structure, elle ne fonctionne pas toutes comme ça, il y en a plusieurs centaines en Belgique comme ça, mais celle-là fonctionne sur un mode extrêmement communautaire, donc il y a un leadership qui est complètement différent de ce qu'on connaît actuellement. Ce n'est pas les médecins qui dirigent l'institution, mais c'est l'ensemble de la structure avec une discussion, y compris sur les salaires parfois, qui se fait en groupe. Alors, on peut imaginer les discussions qu'on pourrait avoir chez nous par rapport à ça, mais ça c'est juste pour vous parler des activités communautaires qu'ils réalisent. Ça, c'est juste un extrait de ce qu'ils proposent à leurs patients. Tout est pris en charge par la maison de santé. Donc, il y a des patients qui proposent, par exemple, des balades, des cueillettes pour certains patients. Ça marche bien. Il y a plusieurs dizaines de patients qui font ça chaque mois. Il y a quelque chose qui est c'est intéressant sur les aspects politiques, comprendre les élections de mai 2019, c'est-à-dire quelles sont les actions citoyennes à comprendre pour aller voter. Les aspects de danse, d'alimentation. Il y a aussi des cours de théâtre. Et ça, c'est le retour des patients qu'ils ont eu. Ils ont dit, mais nous, on a de la peine à se vendre quand on cherche du travail parce qu'on ne sait pas parler. C'est très bien, on va faire du théâtre. Alors après, évidemment, ça pose la question, est-ce que c'est encore des soins, est-ce que c'est encore de la santé ou pas? Je pense qu'on peut tout à fait avoir des bons arguments pour dire que ça fait partie de la santé et puis que ça devrait faire partie d'une offre de santé élargie que d'offrir ce type de prestations. Mais évidemment, la question, elle reste ouverte. Voilà. J'arrive déjà au terme de cette présentation. Donc, je dirais en 3 points, l'interprofessionnalité, c'est quelque chose qui s'étudie de plus en plus. On a de plus en plus de littérature qui va nous montrer un petit peu ce qui marche pas. Et évidemment, c'est bienvenu pour identifier un petit peu vers où on doit aller. C'est sur cette base qu'on développe le projet MOCA dont on a beaucoup parlé. Mais je pense qu'on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Et le développement de l'interprofessionnalité doit vraiment aller au-delà des classiques soignants et vraiment s'ouvrir à une vision beaucoup plus communautaire et parler beaucoup plus de santé de la population que d'être vraiment contraint par la maladie. Je vous remercie.